bonsoir. Merci d'être venu à ce direct avec Lucien Cerise. Nous allons ce soir faire les points sur l'actualité française et vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez à Lucien après cette brève interview. Nous allons commencer. Commençons d'abord avec une première question. On fait les points sur les gilets jaunes, les tendances et perspectives de l'actualité. Oui, donc tout d'abord merci à toi Massimo pour m'avoir proposé ce créneau en direct et puis avoir tout organisé. Alors, première question, point sur les gilets jaunes, tendance et perspective. Donc là on voit bien que effectivement c'est pas une révolution colorée, sinon ce serait déjà fini. Parce qu'il y a encore des gens qui se posent la question parfois sur ma page Facebook qui me disent attention, tout est manipulé, tout est contrôlé. Si c'était le cas, ce serait déjà torché, excusez-moi d'être familier, mais ça dure pas aussi longtemps normalement, une révolution colorée, c'est-à-dire en fait un putsch déguisé en révolution spontanée. Un coup d'État déguisé en insurrection populaire spontanée. Donc là, on voit bien que ça traîne en longueur. Ça traîne en longueur parce qu'il n'y a pas de moyens, tout simplement, et puis que le pouvoir ne veut rien lâcher et que les Français ne veulent rien lâcher non plus, puisque c'est une question de survie. Là on est aujourd'hui dans une sorte de guerre de tranchées. On s'observe. Donc le pouvoir a lancé l'arme atomique, c'est-à-dire l'accusation d'antisémitisme, pour essayer d'intimider psychologiquement les gilets jaunes, pour essayer de les faire rentrer chez eux, pour qu'ils ferment leur gueule, qu'ils arrêtent finalement de désobéir, puisque les manifs, la moitié, enfin je sais pas exactement, mais la plupart des manifestations ne sont pas déclarées. Aujourd'hui on en est là. La question ensuite c'est que je me pose moi en général, c'est plus j'essaye de sortir de la situation du spectateur, parce que le spectateur est passif. Le spectateur, il se demande qu'est-ce qu'il va se passer. Il faut devenir acteur. Donc la question que je me pose, c'est pas comment ça va évoluer, c'est comment je vais faire en sorte que ça évolue dans le sens qui m'intéresse. C'est la vraie question qu'il faut se poser, on s'implique. Enfin, en fait, c'est une question qui vous oblige à réfléchir sur le mode d'implication dans l'événement, et vous sortez de cette attitude de spectateur passif qui est cultivée depuis maintenant plusieurs décennies par l'audiovisuel. On a tellement l'habitude de regarder la télé et d'apprendre ce qui se passe à la télé, mais sans agir dessus, ou d'aller au cinéma pour prendre une sorte de dose de psychotrope. Le cinéma, c'est ça. C'est le même fonctionnement qu'un psychotrope, qu'un excitant nerveux. Et donc il faut sortir de cette attitude du spectateur passif pour devenir acteur de notre vie, effectivement Internet est interactif, c'est déjà mieux, mais il faut vraiment sortir de l'audiovisuel, aussi de l'écoute passive de la radio. Alors certes, il n'y a pas le côté hypnotique des images à la radio, mais malgré tout, on est quand même passif. C'est-à-dire qu'on reçoit la vérité, on reçoit une narration, une version des faits, sans pouvoir agir dessus. Il faut pouvoir intervenir, il faut pouvoir jouer sa partition dans l'orchestre. Et ça, il n'y a que Internet qui permet de ça. Pour l'instant, évidemment. Mais bon, ça va être difficile de transformer Internet en une espèce d'énorme télévision à taille, à échelle mondiale. Donc en fait sur le fond, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors il y a encore toujours des rumeurs sur un coup d'État militaire, paramilitaire. Je veux dire, Anne Masseran, que vois-tu venir ? Pour l'instant on ne voit rien venir. Alors pour être précis, c'est pas le général de Villiers qui parlait de ça,
c'est le général Tauzin, Didier Tauzin, hein, qui a fait des tweets ou des commentaires sur Facebook en sous-entendant, c'était en décembre, en sous-entendant que Macron allait partir d'une manière non conventionnelle. Je vais mettre ça sur ma page Facebook demain, tiens, puisque j'ai un article là-dessus. Et donc après, je veux dire, si ça se finit comme ça, enfin si ça se déroule, hein, de cette façon-là, on verra au moment. Hein. On est un peu dans l'imprévisible. L'intérêt des moments révolutionnaires, insurrectionnels, c'est justement d'ouvrir à nouveau, hein, l'horizon des possibles. Et de sortir du programme quasi informatique, hein, du programme dans lequel on veut nous faire rentrer de force, où tout est déjà prévu à l'avance, hein, avec des opérations qui s'enchaînent logiquement, hein, suppression de l'argent liquide d'ici 2022, hein, c'est ce qui est prévu par le gouvernement. Le document est sorti l'an dernier. Donc j'ai envie de dire, s'il y a un coup d'État en préparation, faut s'activer un peu, hein. Et puis ensuite, effectivement, il faudra interdire un certain nombre de choses, notamment la suppression de l'argent liquide. Mais effectivement, moi je suis pas militaire, je suis pas paramilitaire. Dans quelle mesure puis-je prendre part à cela ? Je peux pas faire grand chose puisque les Français sont désarmés, hein, on n'a pas d'armes. Enfin, si les armes étaient en vente libre, je pourrais me joindre aux paramilitaires ou aux militaires, c'est pas le cas. Donc je ne peux pas le faire. À partir de là, je peux faire de la guérilla culturelle, de la guérilla intellectuelle, informationnelle, cognitive, comme ce que l'on fait ce soir. Je peux pas faire grand chose de plus, ou ce que font aussi les gilets jaunes et ce que je fais avec eux quand je vais dans une manifestation. Et c'est en fait la seule question à se poser, c'est ça, comment puis-je m'impliquer, comment puis-je m'investir, peu importe le résultat finalement. Parce que de toute façon, si on laisse faire, ce sera forcément pire. Quand je dis si on laisse faire, je m'explique. Si on ne fait rien, ce sera forcément pire que si on fait quelque chose, quoi que l'on fasse. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Quoi que l'on fasse. Selon certaines sources, les sondages donnent Macron ou sa formation politique à 30% et ses adversaires à 27%. Donc on voit que apparemment les gens protestent, mais ils votent toujours les mêmes partis. Pourquoi cela arrive ? Oui, alors là aussi, j'ai envie de dire, je vais déplacer le débat, encore une fois. C'est-à-dire que la question que je me pose, c'est pas pourquoi les gens votent comme des idiots, sachant que c'est vrai que il y a quand même plusieurs millions de gens dans ce pays qui ont voté sincèrement pour Emmanuel Macron en 2017 et qui sont prêts à recommencer. Quels que soient les prétextes, hein, je veux dire, l'extrême gauche a voté pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, mais voilà, enfin, je veux dire, alors maintenant peut-être qu'il y en a qui s'en mordent les doigts et qui vont dans les manifestations de Gilets jaunes, mais en 2022, ils voteront encore pour lui s'il est opposé à Marine Le Pen. Donc c'est juste c'est bidon tout ça, enfin c'est des prétextes. En fait, ils veulent le monde que Emmanuel Macron leur promet, ils le veulent. Puisque sinon, tout simplement, ils ne voteraient pas pour cette tendance politique. Alors, la question que je me pose, en fait, c'est comment gagner face à Emmanuel Macron et à La République En Marche. Donc, c'est pas pourquoi les gens sont aussi bêtes, mais c'est comment gagner face à un électorat aussi bête. Je répète un peu là ce que je disais pour la première question. Il faut déplacer le débat, c'est-à-dire finalement de l'analyse vers l'implication. Donc ne pas se contenter de déplorer, ne pas se contenter de constater, mais chercher des solutions tout de suite. C'est-à-dire quand quelque chose ne vous plaît pas, en fait, alors il y a un moment d'analyse qui peut être indispensable pour justement trouver des solutions, mais
chercher les solutions et les trouver surtout, ça doit être vraiment la priorité, ça doit être le phare dans l'obscurité. Il faut chercher des solutions et ne pas se contenter de constater ou de déplorer. Donc, à la question pourquoi Macron est-il encore favori dans les sondages, je réponds comment faire pour qu'il ne soit plus favori dans les sondages. Voilà. Et donc ça suppose, encore une fois, l'implication, c'est-à-dire le militantisme au sens large du terme. Il y a deux manières de militer dans la métapolitique et dans la politique conventionnelle. Donc il y a deux façons de militer. Moi, je suis sur les deux en même temps, puisque j'ai pris ma carte au Rassemblement National il y a quelques années, et puis que je suis aussi impliqué, par exemple, à Égalité-Réconciliation, ou dans d'autres cercles, ou dans d'autres organisations qui m'invitent. Je vois bien que c'est pas du tout le même mode de militantisme, que ça fait bouger des zones du cerveau différentes. C'est pas du tout les mêmes contraintes. Voilà. La métapolitique peut se permettre de jouer un rôle de brise-glace. Par exemple, ce que fait ER, par exemple, en quelque sorte de briser certains tabous, d'attaquer la censure, le politiquement correct. Bon, la politique conventionnelle doit être beaucoup plus attentive, beaucoup plus, doit prendre des précautions supplémentaires que la métapolitique n'a pas besoin de prendre. Et je vois bien ça aussi sur les marchés, quand on tracte, on a affaire à des gens qui vous disent Marine, elle est sympa, puis je voterai bien pour votre parti, mais je le ferai pas parce que vous voulez sortir de l'UE ou de l'euro. Ça, c'était pendant toutes les campagnes présidentielles et législatives en 2017. C'est ça que j'avais sur les marchés comme retour. L'information est remontée. Et puis, effectivement, récemment, il y a eu donc un amendement, une modification des priorités dans le programme de ce parti. Là, j'explique ce qui se passe, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas bien informés sur la réalité de ce parti vu de l'intérieur. Donc, quand vous avez un point de programme qui fait peur, c'est un boulet à traîner, c'est un handicap. C'est peut-être bien non pas de dire allez, on l'abandonne, mais de le rétrograder, de le mettre un peu dans l'ombre, et on verra plus tard. Mais déjà, faut peut-être déjà arriver au pouvoir. Ça sert à rien de faire des grands discours sur la sortie de l'euro ou de l'UE quand on fait seulement 30 à 35%, voire moins de 1%, comme François Asselineau, qui par ailleurs est tout à fait respectable et dont le parti a de bonnes idées. Mais comment dépasser les 1%? C'est la question que doit se poser l'UPR. C'est certainement pas avec son programme du Frexit. Et idem pour Florian Philippot ou pour tous les partis comme ça qui ont un dogme et ils ont raison en fait. C'est là le problème. C'est sur le fond ils ont raison. Mais les Français ne sont pas encore prêts à l'entendre. Donc là, j'évoque cela par rapport à toute la question finalement de ce que les mauvaises langues appellent la démagogie, c'est-à-dire comment savoir s'adresser au peuple. La politique conventionnelle est obligée de faire attention beaucoup plus que la métapolitique. La métapolitique peut se permettre d'être un peu plus brute de décoffrage, parce qu'on ne s'adresse pas non plus aux mêmes masses. Un parti politique comme le Rassemblement National s'adresse à des millions de gens. Alors virtuellement, les organisations de métapolitique aussi s'adressent à des millions de gens, mais dans les faits, c'est pas des millions de gens. Ça se compte en dizaines, en centaines de milliers. Mais on n'est pas sur une échelle de 10 à 20 ou à 30 millions, puisque le corps électoral français est de 40 millions.
si on s'adresse à 40 millions de personnes, on est obligé d'adapter le discours. Moi, ce que j'ai appris, c'est que la politique ne consiste pas à dire la vérité. Je parle de la politique conventionnelle, les partis. Ça ne consiste pas à dire la vérité, ça ne consiste pas non plus à dire ce que l'on pense, ça consiste à produire un discours adapté à la moyenne. Ce projet a aussi sa légitimité et sa noblesse. Il s'agit de créer du lien social. Il s'agit donc de créer des passerelles entre les individus, entre les communautés, donc un discours adapté à la moyenne. La difficulté avec une société comme la société française, c'est le multiculturalisme et la multiplication des codes. Alors ça fait l'objet de la 4e question que Massimo m'avait donnée auparavant. J'y passe tout de suite sans poser la question. Mais donc effectivement le problème quand on est dans une société éclatée comme la société française, une société très hétérogène, c'est comment développer un discours adapté à la moyenne, puisque de fait quelle moyenne il va falloir donc trouver finalement un dénominateur commun à des gens qui n'ont pas vraiment de rapport les uns avec les autres, à aucun niveau, c'est un peu la difficulté aujourd'hui de la politique conventionnelle, qui doit donc alors on peut appliquer les techniques anglo-américaines, c'est-à-dire faire de la segmentation électoraliste. Donc en fonction du public, on tient un discours différent. Alors là pour le coup c'est de la vraie démagogie. En revanche, il y a la démagogie au sens littéral du terme, au sens noble, c'est un discours donc de populiste, mais qui essaye de véritablement trouver le dénominateur commun d'une masse, d'une foule hétérogène. Et qui se contente effectivement de chercher une moyenne. Et là on sort du romantisme, et on sort des grands discours les lyriques, et on passe, là on a les mains dans le cambouis, et les difficultés commencent à surgir, parce qu'il va falloir s'adapter forcément à ce que veulent les gens, ces 40 millions d'individus qui constituent le corps électoral français et qui viennent d'horizons parfaitement différents et qui ont des perspectives également parfaitement différentes. Mais il faut faire avec. En fait, c'est comme la publicité qui s'adresse à des publics différents par les biais des médias différents. Qui sont dédiés à certains segments, certains secteurs du public. Et finalement, il faudra faire des campagnes électorales ciblées sur certains types de public. Oui, c'est... mais de l'information aussi. Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les publicités, en fonction de l'heure de la journée, effectivement, ça cible à une catégorie différente de la population. Mais là, quand vous êtes sur un plateau de télévision, vous ne pouvez pas cibler vraiment une catégorie de population. C'est-à-dire que vous devez trouver vraiment le dénominateur commun et vous adapter. En fait, vous devez niveler par le bas. Vous n'avez pas le choix. Alors, parce que effectivement, vous vous adressez à tout le monde. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme si vous étiez simplement responsable de 5 minutes de publicité entre 19h55 et 20h. Ou là, ou entre 7h55 et 8h du matin. Là, effectivement, on sait que c'est pas les mêmes personnes qui regardent la télévision à ces heures-là. Donc on peut adapter. Enfin, les gens qui regardent la télé le matin sont pas ceux qui regardent la télé à midi, sont pas ceux forcément qui regardent la télé le soir, encore que le soir c'est plus fédérateur, a priori c'est un peu tout le monde. Donc le soir, justement, on va faire un panaché, on va proposer des publicités qui s'adressent un petit peu à tout le monde.
Mais sinon, bon, les études de com montrent bien que les marketeurs, les publicitaires savent à qui ils s'adressent. Ils ont toujours en perspective de s'adresser à une partie du public, c'est ce qu'on appelle la segmentation, et ça a été transféré ensuite dans le discours politique, c'est-à-dire en fait dans le rapport de l'orateur au public, et Emmanuel Macron l'a pratiqué, mais avant lui, Nicolas Sarkozy l'avait pratiqué aussi, et François Hollande aussi certainement, je m'en souviens plus, mais bon, concernant Macron, là, c'est très évident, hein. Donc, mais ça permet de gagner peut-être effectivement des élections, mais ensuite ça permet pas de gouverner, c'est un peu le problème. Parce que en fait, les promesses que vous avez faites, les beaux discours que vous avez tenus à cette foule hétérogène, chacune cette foule hétérogène subdivisée en groupes auxquels vous avez parlé l'un après l'autre individuellement, ensuite, quand on revient j'ai envie de dire dans le monde réel, après la campagne électorale, les promesses tenues ont du mal à se concrétiser. Forcément, parce que la foule est non seulement hétérogène, mais avec des intérêts contradictoires. Donc vous avez tenu vous-même des propos contradictoires en période de campagne électorale. Et ensuite, vous vous trouvez face à des revendications contradictoires qui vous reviennent dans la figure de la population, qui veulent des choses que vous leur avez promises. Cela arrive, je pense, à cause d'une confusion des univers symboliques, d'une parcellisation des univers symboliques et des codes de communication. Ouais. Et aujourd'hui, tout est babélisé et il n'y a pas de codes symboliques partagés. Exactement, oui. Et donc le seul moyen de réinstaurer un minimum d'unité, c'est de passer par la religion des droits de l'homme, mais qui elle-même est un prétexte en réalité. C'est-à-dire qu'en fait la religion des droits de l'homme, c'est la religion des minorités. C'est-à-dire que en fait, pour refaire de l'unité avec cette multitude, on rentre dans ce que certains appellent le marxisme culturel, c'est-à-dire en fait espèce de divinisation, d'apologie, comment dire ça, d'admiration des minorités qui sont en quelque sorte, qui vont sauver le monde. Face à une majorité qui, elle, est considérée comme populiste et réactionnaire et rétrograde. En fait, les droits de l'homme conduisent à ça, conduisent à la dictature des minorités. Voire même encore au-delà, c'est même plus la dictature des minorités, c'est de toute façon l'éradication de la majorité. L'antispécisme par exemple, bizarrement en fait, on ne parle plus des droits de l'homme, puisque là c'est les droits des animaux, mais c'est la même structure que les droits de l'homme, c'est-à-dire que les minorités, c'est-à-dire l'individu en fait, qui est la minorité des minorités, mais devient la matrice du droit universel. Ce ne sont plus les communautés, ce ne sont plus les États, c'est l'individu. Et les groupes, donc la majorité, doit s'adapter à l'individu. Et en fait, cette dictature de minorité est modelée sur ce mécanisme où la majorité doit s'adapter à l'individu. Vous voyez, c'est-à-dire que ensuite, les minorités actives, les lobbies, etc., surfent en quelque sorte sur cet individualisme roi promu par les droits de l'homme pour fragmenter aussi la majorité et les groupes qui possèdent une cohésion organique qu'il faut donc fragmenter, qu'il faut morceler en s'appuyant donc sur les droits des individus. Et d'ailleurs, et jamais sur les devoirs d'ailleurs. C'est toujours les droits. Et ça, c'est le subterfuge, le stratagème
que le pouvoir utilise pour essayer de recréer de l'unité. C'est-à-dire que nous sommes tous tenus de communier dans cette religion de l'individu, qui en fait n'arrange pas du tout la majorité des gens. Parce que la majorité des gens n'a pas les moyens de s'en sortir individuellement. Pour pouvoir s'en sortir individuellement dans un contexte de type capitaliste, il faut un compte en banque bien fourni. Dès lors qu'on n'a pas ce compte en banque, il faut compter sur la communauté organique et donc sur la solidarité interindividuelle. Et donc c'est pour ça que les droits de l'homme sont adaptés. Enfin, les droits de l'homme, c'est la morale du capitalisme en réalité. C'est rien d'autre que ça. Quand on est en dehors du capitalisme, on ne peut plus soutenir les droits de l'homme. On revient aux communautés organiques, nécessairement. Sachant que les droits de l'homme, en fait, c'est pas les droits de l'homme, c'est les droits de l'individu, mais de l'individu avec un compte en banque bien fourni. Faut reconstituer toute la logique qu'il y a derrière ça. Donc, les minorités actives qui contrôlent le capital ont réussi à faire passer après 1945, puis même ça a commencé avec la SDN en fait, mais ont réussi à imposer leur religion de l'individu tout-puissant en quelque sorte, et au-dessus des cultures natives en quelque sorte. Et c'est le seul moyen en fait pour essayer de. En fait, c'est la religion mondiale, c'est le mondialisme, c'est l'individu et en fait finalement derrière l'individu les minorités actives, parce que malgré tout c'est jamais des individus qui dirigent ce système capitaliste et droit de l'homiste. Ça reste des groupes, mais des groupes assez restreints par rapport aux communautés organiques de type nation, peuple, qui comptent en général des milliers, des millions d'individus. On a une première question de M. Inquisiteur. Question pour M. Cerise, comment parler aux gauchistes? Est-il possible de solliciter leur intelligence? Est-ce qu'une perte de temps? Alors, je pense que c'est une perte de temps. Et puis les crétins, style Clément Méric, là, celui qui est mort dans une bagarre, donc qui lui est juste mort en quelque sorte en se faisant monter la tête, quoi. C'est juste lui en l'occurrence c'était pas un flic en civil, et qui a permis de créer un mythe fondateur pour justement cette extrême gauche, parce que tant que vous n'avez pas un mort vous ne pouvez pas fabriquer votre mythe fondateur avec les manifestations qui vont permettre de dire oui nous sommes attaqués, la preuve, on a un mort, enfin. C'est des milieux que j'ai fréquentés, en me sentant, alors au début, je fréquentais au début des années 2000 par exemple, c'était la grande mode des squats à Paris, donc je sortais là-dedans. Je m'ennuyais beaucoup, et puis mais bon. Enfin, juste vu que c'était en fait le seul milieu auquel j'avais accès, j'ai envie de dire, de manière sociologique. J'avais pas accès à grand chose de plus, donc voilà, c'est comme ça que je passais mes samedis soirs. Dans les squats, à m'ennuyer beaucoup et fumer cigarette sur cigarette. À l'époque, je fumais, et c'est après, j'ai un peu évolué. Je suis allé vers le syndicalisme. Je fais un peu dans l'écologie aussi. Il y a des gens sincères, mais globalement, l'extrême gauche, globalement, est sous contrôle atlantiste, puisque depuis 2002, l'OTAN a signé une charte consistant à soutenir la diversité, dans la zone atlantiste, dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, l'extrême gauche a basculé du côté impérialiste et atlantiste, contre lequel elle luttait au moins jusque dans les années 80-90. Donc c'est plus... en fait, l'extrême gauche, toute nuance confondue, en gros de Mélenchon jusqu'aux auxiliaires de police, Black Bloc et Antifa,
Aujourd'hui, globalement, c'est une branche de l'atlantisme. Le résultat, c'est que par exemple un conseiller de Mélenchon, là, Georges Kuzmanovic, s'est fait virer de la France Insoumise parce qu'il était, lui, sincèrement anti-atlantiste. C'est un monsieur d'origine yougoslave. Et voilà, qui a été exclu, tout simplement, parce qu'il était un peu trop pro-russe, un peu trop, en fait, finalement, pas assez libertaire, pas assez libéral, pas assez pro-LGBT, pas assez pro-immigration, trop souverainiste, voilà, bon, enfin bref, j'ai envie de dire une gauche normale, c'est-à-dire qui a bien compris que la question sociale suppose du protectionnisme économique, donc de la souveraineté nationale, etc., etc. Bon, mais bon, tout l'échiquier politique a bougé, aujourd'hui, finalement, la gauche est mieux illustrée, mieux représentée, certainement par le Rassemblement national, enfin du moins par les partis souverainistes, Dupont-Aignan également, ou Asselineau, que par la gauche officielle, qui occupe le terrain des esprits, enfin le terrain cognitif, en se revendiquant d'une gauche qu'elle trahit à chaque instant. Donc voilà, ne perdez pas de temps avec les gauchistes. Ils comprendront où est leur intérêt quand leur frigo sera vide, puisque bon, enfin pour la plupart, les casseurs sont en fait des bobos, des bourgeois. Ensuite, bon, les gens qui sont chez Mélenchon par exemple, parce que, mais pour des bonnes raisons, parce que ça existe aussi. Bien, bon, il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre qu'ils se rendent compte que de toute façon leur parti n'arrivera jamais au pouvoir. C'est pas prévu, il n'est pas prévu pour ça, et que de toute façon il y a des contradictions internes trop violentes. On ne peut pas soutenir l'immigration sans limite et en même temps avoir un discours social. C'est pas possible. Voilà. Donc bon, c'est un stratagème psychologique qui est bien rodé. C'est-à-dire qu'en fait, on vous pousse à la faute. C'est comme une femme hystérique qui vous titille, qui vous énerve. Et puis bon, à un moment, vous commencez à gueuler, elle continue. À un moment, vous lui collez une claque, et là, elle va pleurnicher au commissariat. Voilà, je suis une femme battue. Vous voyez la preuve, j'ai un hématome, j'ai un œil au beurre noir. Bon, le problème, c'est que ça fait 6 mois. En fait, qu'elle vous travaille au corps pour arriver à ce résultat. Bon, les minorités actives, les lobbies des minorités travaillent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir et ils passent leur temps à essayer de vous faire sortir de vos gonds. Leur but, c'est vraiment de vous pousser à la faute. Si effectivement vous commencez à réagir de manière un peu énervée, ça leur permet de récupérer cet énervement pour s'en plaindre et pour dire, vous voyez, j'avais raison, vous êtes homophobe, vous êtes antisémite, vous êtes islamophobe, vous êtes, je sais pas quoi d'autre encore, vous êtes raciste, vous êtes contre les gros, je sais pas quoi. Bref. Donc voilà, bon, c'est une routine psychologique qu'on connaît bien quand on a eu une relation, par exemple, avec une femme qui fonctionnait comme ça en tant qu'homme. Il y a des hommes qui fonctionnent comme ça, évidemment. C'est aussi. En fait, c'est une routine psychologique qui consiste à pousser l'autre à la faute en le harcelant. Et la capacité de faire en sorte que ce soit considéré comme une faute est encore une preuve du pouvoir. Parce que réussir à faire passer pour une faute pénale ce qui est simplement la description de la vérité, de la réalité factuelle, ça suppose, encore une fois, je me répète, d'être au sommet du sommet du sommet du pouvoir. C'est-à-dire ça suppose de pouvoir en fait carrément manipuler le réel. C'est-à-dire transformer la description des faits en faute pénale. Vous voyez ce que je veux dire, c'est la cabale, quoi. Enfin, c'est vraiment là on est vraiment dans la création de la réalité. Serait-il possible un retour progressif à une société juste? Oui, mais il faut en finir avec
tout ce qu'on appelle l'Occident, hein, désolé, hein, je veux dire c'est un peu violent quoi, mais déjà bon, premièrement il faut en finir avec le droit d'ingérence par exemple, il faut en finir avec toutes les tentatives de subversion de la souveraineté des autres nations, hein, les coups d'État, les révolutions colorées, tous ces trucs là. Donc en fait, parce que les choses se jouent au niveau géopolitique, hein, je pense que bon, tout le monde l'a compris aujourd'hui, la mondialisation, elle est là, voilà. Après, on peut être pour, ça veut dire qu'on est mondialiste, on peut être contre, on est anti-mondialiste, et puis on peut essayer de faire avec, pour essayer voilà, que ça ne parte pas dans le chaos complet, et que ça ne soit pas non plus une dictature unifiée. C'est ce que, enfin, par exemple, les Russes appellent la multipolarité. Donc, il faut faire avec la mondialisation. Voilà. Donc, on va essayer de l'organiser pour que ce soit pas une dictature. Voilà. Je pense qu'il n'est plus possible de revenir à un monde. Par exemple du type, je sais pas, dans des siècles passés, quoi. C'est-à-dire où en fait il y avait des zones géographiques qui s'ignoraient totalement, ou presque totalement. On dit qu'en fait la mondialisation a commencé avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est-à-dire que en fait la boucle était bouclée. On avait trouvé depuis l'Europe l'essentiel du monde. Avait été vu, cartographié. Donc maintenant, bon, pour revenir à une situation de paix relative ou de normalité relative, hein, c'était ça la question, si je me souviens bien. S'il était possible de revenir à une société juste de façon progressive. Oui, alors donc en fait, bon, quels sont les facteurs d'injustice? Quels sont les facteurs en fait de déstabilisation? Quels sont les facteurs de chaos? Bon, aujourd'hui, il y a des centres de pouvoir qu'il est possible de montrer du doigt, de dénoncer très précisément. Hein, donc il y a en gros Wall Street, hein, la City. Enfin, tout le système, tout le complexe de la finance anglo-américaine. Donc, il y a tout le domaine de la finance qui fabrique de l'argent virtuel, qui veut nous faire rentrer là-dedans aussi avec donc la suppression de l'argent liquide. Il y a évidemment le régime de Bruxelles, hein, c'est-à-dire l'Union européenne et l'OTAN, qu'il faut alors là démanteler, hein, totalement et définitivement. Parce que là, c'est vraiment ces deux structures, hein, Union européenne et OTAN, n'ont plus aucune légitimité ni aucune légalité aujourd'hui. Il faut juste les atomiser, les exterminer, rien ne doit rester de tout ça. Donc, abolition complète, totale, définitive de l'Union européenne et de l'OTAN. Bon, ça, c'est un projet maximaliste, hein, on s'entend. Je veux dire, concrètement, si ça se réalise, ce sera par étapes. Donc, sous ces conditions, c'est-à-dire assainissement de la finance anglo-américaine, abolition du régime de Bruxelles, bon, on y verra déjà plus clair. Hein. C'est sous ces conditions. Donc, en fait, qui peut finalement, le seul moyen de lutter contre la finance anglo-américaine, c'est qui possède le poids suffisant, c'est la finance chinoise. Bon, et voilà, et c'est tout. Je veux dire, bon, les Russes sont complètement à côté, sont pas du tout dans la course au niveau de la finance, au niveau économique. La Russie est une puissance militaire et diplomatique, mais pas une puissance économique ni une puissance financière. La Chine possède les moyens, avec sa finance, de contrecarrer, ou du moins de contrebalancer, voire à terme d'affaiblir la finance anglo-américaine. C'est la seule. Alors on peut se dire, oui, mais la Chine, c'est horrible. Là, ils ont mis au point des logiciels de reconnaissance faciale avec un système de crédit social. Et bien, bon, tout ça, effectivement, je regarde ça. Mais c'est pareil ici, hein.
La suppression de l'argent liquide vous mettra dans la même dépendance vis-à-vis des réseaux électroniques de contrôle social, quand vous ne serez plus considéré comme un bon citoyen, on vous coupera les vivres et puis voilà, vous ne pourrez plus retirer de l'argent, enfin payer, non, puisqu'il n'y aura plus d'argent liquide. Encore une fois, là je parle en fait, comment dire, comme si dans ce monde il y avait encore possibilité de retirer de l'argent. Vous ne pourrez plus vivre, tout simplement parce qu'en fait les moyens, nous serons tellement dépendants des réseaux électroniques, avec le système par exemple des objets communicants qui est en train de se mettre en place avec le compteur Gaspard, le compteur Linky. Donc le principe des smart cities, enfin des villes dites intelligentes, en fait ce sont des villes qui pourront fonctionner sans être humains, puisque tous les objets seront connectés les uns aux autres et ne fonctionneront plus sans être reliés à Internet, et à des intelligences artificielles. Donc en fait le projet que l'on peut dénoncer là de crédit social en Chine est tout simplement en train de se mettre en place en Occident aussi. Bon, voilà. Maintenant, il se trouve que... Il existe déjà d'une certaine façon, oui, pour ce qui concerne les entreprises privées. Oui, bien sûr, oui. Et puis, enfin, on peut vous mettre à mort économiquement si vous ne rentrez pas dans le politiquement correct. En fait, en réalité, bon, sans que ce soit avec une infrastructure électronique, de toute façon, la marginalisation sociale par le pouvoir existe de toute façon en Occident. Là, la Chine se dote d'une infrastructure électronique pour faire du contrôle social en marginalisant les individus qui seront déclarés, qui seront jugés déviants. Bon, c'est juste un perfectionnement, mais de toute façon, nous y venons aussi chez nous. Donc la question ensuite, c'est comment échapper, parce que malgré tout, c'est pas très réjouissant. Donc il va falloir quand même. La question après, c'est plus exactement, c'est de deux mots. Il faut choisir le moindre. Maintenant, vous avez donc un système de contrôle cybernétique de la population en Chine, mais qui repose donc sur en fait des principes malgré tout, j'allais dire totalitaires classiques, c'est-à-dire l'ordre. Voilà. Et puis vous avez des principes de totalitarisme cybernétique occidentaux qui sont en train de se mettre en place, avec peut-être un petit peu de retard sur la Chine, mais pas beaucoup, à mon avis même peut-être même de l'avance, parce que bon, enfin, faudrait vraiment s'informer précisément sur ce qui se passe en Chine. Mais bref, on a la même chose en Occident qu'en Chine, donc voilà, au niveau du contrôle cybernétique de la population. Et sauf que, effectivement, on va pas vers un totalitarisme classique, on va vers un totalitarisme par le chaos. Puisque on voit bien que en fait les dirigeants ne sont pas préoccupés d'assurer l'ordre, certainement pas dans les rues, ni je dirais ni ailleurs, et ça s'applique à mettre en place plutôt une gouvernance par le chaos, avec du terrorisme d'État et avec donc une angoisse perpétuelle qui doit nous saisir à la gorge, parce que effectivement il faut trembler devant les attentats et le plan Vigipirate qui n'en finit plus de ne pas finir. J'ai envie de dire, si on doit aller vers cette espèce de transhumanisme, d'humanité sous contrôle cybernétique, bon, évidemment, c'est pas ça que je veux pour l'avenir de l'humanité, c'est évident. Je suis pas en train de parler je ne suis pas en train de vanter le modèle chinois, mais je ne suis pas en train de vanter le modèle occidental non plus. Je dis simplement que, en fait, les deux modèles sont équivalents sur la question du contrôle cybernétique de la population. En revanche, vous avez une finance anglo-américaine qui adore fabriquer de la fausse monnaie, en fait c'est ça. Et vous avez une finance chinoise qui, elle, essaye de s'adosser plutôt sur l'or et qui, en fait, a une fonction, un rôle international, à mon avis, plus stabilisateur que la finance anglo-américaine. À la fin, quand on a digéré toutes les petites différences politiques entre la droite et la gauche, mais ça c'est du bidon, etc., etc. Et en fait, quand on arrive
à ce qui fait le vrai clivage au niveau des conditions de vie, c'est quoi? C'est stabilité ou instabilité. Voilà. Stabilité ou bordel, enfin ou chaos. Il se trouve que le pouvoir en Occident dirige, contrôle par le chaos. C'est pas je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas en Chine, où on a affaire à un mode de contrôle social par effectivement quelque chose de beaucoup plus classique dans l'histoire de l'humanité, hein, c'est-à-dire un système pyramidal, enfin sans connotation maçonnique, enfin un système vertical, quoi, hiérarchique, avec un parti qui contrôle enfin un parti, c'est-à-dire un pouvoir central qui contrôle à peu près tous les aspects de la vie. Bon, c'est pas très enthousiasmant, mais en fait, finalement, bon, est-ce qu'on, enfin, après, c'est une question aussi de définition de ce que c'est que la politique. Je veux dire, bon, depuis effectivement le XVIIIe siècle et les Lumières, on fait la part belle à l'individu, à la liberté et à des valeurs qui ne sont pas forcément universelles, hein, qui n'existent pas forcément sous tous les cieux ni à toutes les époques. Bon, voilà, la Chine, c'est un système complètement différent. L'individu n'existe pas vraiment. Bon, est-ce que c'est dysfonctionnel? Est-ce que ça marche? C'est ça les questions qu'il faut poser, fondamentalement. Maintenant, bon, il est bien évident que je me sens un peu plus à l'aise avec la civilisation russe, par exemple, voire même avec la civilisation iranienne, par exemple. Où bon, j'ai plus de repères, c'est clair, c'est évident. Donc voilà ce que je peux répondre. Il y a une question au sujet du RIC, si ça pourrait aboutir à la première revendication des Gilets jaunes qui est de vivre dignement de leur travail. Concernant le RIC, hein. RIC, oui. Ouais. Alors le RIC, alors, plusieurs choses. Alors, il faut quand même savoir, le pouvoir ne lâchera rien, hein, le gouvernement ne lâchera rien, donc il ne donnera pas le RIC. Faut pas rêver. Donc, mais je pense que maintenant, méthodologiquement, il faut s'organiser en dehors hein, même du gouvernement. Donc, le RIC peut être appliqué hein, au niveau local, hein, au niveau d'une municipalité, et puis sans attendre l'autorisation du gouvernement. Pourquoi faudrait-il attendre c'est même paradoxal. Il faudrait attendre d'un gouvernement centralisé une initiative de décentralisation. Bon, le pouvoir est pas fou. Hein. S'il décentralise, c'est pour vous affaiblir, c'est pas pour vous renforcer. Donc le pouvoir, le gouvernement ne donnera jamais, n'accordera jamais le RIC. Faut pas rêver là-dessus. Jamais, jamais, jamais. C'est trop dangereux. Donc dans ces conditions, allons-y, enfin appliquons-le. En fait, moi j'invite tous les gens qui vivent dans des villages où bon, ils peuvent connaître, ils peuvent fréquenter, rencontrer le maire, voilà, d'essayer de faire un peu de lobbying auprès de lui pour lui dire bon allez, on y va, nous lançons notre initiative, enfin notre référendum d'initiative citoyenne, sans attendre l'autorisation de Paris. Et il n'y a pas à attendre hein, l'autorisation du gouvernement, il n'y a pas à attendre l'autorisation de Paris, faut le faire. Et puis ensuite, alors évidemment ce sera déclaré non recevable, ben on s'en fout. Si vous voulez créer un RIC, le RIC dans votre bourgade, dans votre village, dans votre ville, dans votre quartier, ben allez-y. Voilà, vous êtes libre, hein, faites-le. Je veux dire, qu'est-ce qui vous en empêche? Ensuite, bon, après on va vous dire, ah oui, mais non, de toute façon, en fait, le gouvernement va passer par-dessus. Et bien là, ce sera une bonne occasion. Enfin, vous vous serez rodé, hein, en fait, en travaillant sur cette application, enfin ce référendum d'initiative citoyenne au niveau local. Vous aurez fait forcément des émules. Hein, c'est-à-dire que si, par exemple, un village lance le RIC, hein, et forcément les villages avoisinants vont se dire ah ben ça y est, on y va. Hein, vous voyez, ce qu'il faut c'est jouer sur les effets de contagion mimétique. À partir du moment où vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 villages, 40 petites villes, 40 villes de banlieue, 50, 100
qui se lanceront là-dedans, se mettront en application des RIC, bon bah ça va lancer une dynamique qui permettra de mettre le pouvoir devant le fait accompli. En fait, maintenant je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut appliquer la politique du fait accompli. On fait ce qu'on a envie de faire, et puis on voit. Après, si effectivement le gouvernement n'est pas content, bon bah tant pis. Enfin, je veux dire, désolé, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content, voilà, c'est tout. Enfin, nous on continue. Donc c'est ça qu'il faut se mettre dans le crâne. Désobéissance civile et auto-organisation et mettre les gens devant le fait accompli. C'est-à-dire faire les choses qu'on a envie de faire. On est tout à fait capable de s'autogérer. Hein. Les Français sont des adultes, ils sont grands. Il n'y a pas besoin d'être sous tutelle de Paris en permanence. Donc tous les gens tous les gilets jaunes là sur les ronds-points, s'il y en a qui m'entendent, mais allez-y avec le RIC, allez-y, faites-le. De toute façon, le gouvernement ne vous le donnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Ne rêvez pas là-dessus. Donc si vous pensez que c'est vraiment un point important qu'il faut mettre ça en œuvre, allez-y. Voilà, je peux rien dire de plus. Bien. Et pensez-vous qu'il faille retourner sur les ronds-points pour renouer avec l'esprit originel des vrais gilets jaunes? Oui, les ronds-points, et puis tout quoi. Enfin, je veux dire, il faut faire feu de tout bois. Toutes les initiatives sont bonnes. Par exemple des petites choses. Hein, on peut remplir le web YouTube avec des vidéos de gilets jaunes. Il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour faire ça. Hein, 4-5 personnes. Moi, je suis en contact avec le groupe des gilets jaunes constituants. Bon, ils font des actions entre 5 et 10 personnes, c'est filmé. Et ensuite, si c'est vu par plusieurs milliers de personnes, voilà, ça produit son petit effet hein, de contagion mimétique et d'entretien. Ça entretient hein, le mouvement. Et les ronds-points aussi, oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire que les ronds-points, là, ça permet d'assurer une présence physique. Là, si les gilets jaunes ont réussi à maintenir ça pendant tout l'hiver, là, on va vers les beaux jours. C'est d'autant plus agréable hein, de prendre l'apéro avec les voisins sur un rond-point. Et puis, effectivement, on se contente pas de prendre l'apéro dans le jardin avec le barbecue et les enfants, etc. Non, en plus, on manifeste une idée, hein, c'est-à-dire qu'on reconstitue, on n'est pas uniquement dans la consommation un peu bourgeoise là, du barbecue de jardin, on est dans un comportement en fait on va au-delà de la consommation évidemment, puisqu'on est dans l'expression d'une idée. Au-delà de la convivialité, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Voilà. C'est-à-dire que plutôt que de se contenter de convivialité, on peut faire de la convivialité politique. Enfin, en envoyant un message politique aux gens qui vont nous voir de loin, puisque sur les ronds-points, les automobilistes voient les choses depuis plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres. Donc en fait, là, ça permet de faire un maillage du territoire sur une base. C'est là le coup de génie de ce mouvement. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire une manif sous contrôle déclaré comme la CGT ou les syndicats le font. Hein. Non, c'est-à-dire que on joint l'utile à l'agréable. En fait, c'est ça le coup de génie là, des ronds-points, hein, c'est joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est-à-dire on envoie un message, et l'agréable, on se retrouve entre gens de bonne volonté, et puis on discute, on fait connaissance. De toute façon, là je sais pas où en sont les ronds-points. Moi je suis un peu pris dans le tissu urbain parisien, enfin francilien, et donc j'ai pas trop d'infos sur les ronds-points, mais il est certain que c'est significatif. Ce n'est pas rien.
Que pensez-vous de M. Asselineau? Oui, c'est des bonnes idées, sauf que globalement, les Français n'en veulent pas, du moins pas encore. Et puis, sinon, il y a un point que j'aurais à lui reprocher, c'est que sur le Rassemblement National, ex-Front National, là, il a beaucoup menti, il a raconté beaucoup de mensonges, mais bon, voilà, c'est de bonne guerre, enfin, je veux dire, on est dans une compétition... comment dire, il y a un public à prendre, à séduire. Alors on peut faire de la publicité mensongère ou de la publicité mensongère sur les autres partis. Bon, c'est ce qu'il a fait un peu, voire beaucoup. Donc, je me suis retrouvé avec des gens de l'UPR avec lesquels j'étais d'accord sur tout et qui me disaient oui, mais le Front National ceci, le Rassemblement National cela, alors que c'est démenti par des communiqués officiels du Rassemblement National ou des publications officielles. Donc en fait, maintenant le problème c'est ça, c'est qu'il suffit pas de dire la vérité, c'est ce que je disais tout à l'heure, la politique conventionnelle, c'est pas dire la vérité, c'est pas dire non plus ce que l'on pense, c'est définir un discours adapté à la moyenne. C'est ça la politique, fondamentalement. Alors si ce discours adapté à la moyenne dit la vérité et permet d'être sincère et de dire ce que l'on pense, c'est le pied, c'est l'idéal. Mais encore une fois, vous voyez, dans une société totalement éclatée, totalement morcelée comme la société française, définir une moyenne l'emporte sur le reste. Parce que la priorité absolue, c'est que on ne se tape pas dessus, que ça ne parte pas en guerre civile. C'est-à-dire en fait en confrontation entre les différentes parties de cette masse, de cette foule hétérogène. Donc il faut créer du lien social et donc de tenir un discours que tout le monde peut entendre. Donc forcément il y a des effets de nivellement par le bas. Il y a deux questions qu'on peut couper. Là on est en train de terminer, il y a 3 ou 4 questions. Oui. Donc que conseillez-vous de faire pour reprendre le pouvoir concrètement? Et la deuxième qui est similaire, pensez-vous que contrer l'ingénierie sociale comme vous le faites s'apparente à du hacking social? Alors, je vais répondre à la première, puis après tu pourras me répéter la deuxième. Oui, comment faire concrètement pour reprendre le pouvoir en France, pour rétablir une participation démocratique plus efficace? Oui, alors là en fait il faut faire ce que l'on fait déjà, c'est-à-dire continuer les gilets jaunes, s'investir dans les partis politiques conventionnels, c'est-à-dire de souverainistes, donc il y en a 4 ou 5. Et on n'est pas tous obligés d'être dans le même, évidemment. Après, il y a des affinités ou des particularités personnelles, individuelles. Alors, la politique conventionnelle, les gilets jaunes, il faut que ça continue. Et puis, la métapolitique, en fonction des possibilités de chacun aussi, c'est-à-dire, la guérilla culturelle, informationnelle, cognitive. Et pour essayer d'influencer un maximum de monde autour de nous, puisque c'est comme ça qu'on peut progresser centimètre par centimètre, en quelque sorte. C'est-à-dire, en fait, quand on a réussi à convaincre une personne, c'est toujours ça de prix. Ça fait une personne libérée. Alors ça c'est les paramètres sur lesquels nous pouvons agir, nous, et puis ensuite il y a les paramètres géopolitiques sur lesquels on peut difficilement agir. Mais moi je pense pas qu'en France on s'en sortira seul. Il faut aussi compter sur des alliés géopolitiques. En Europe, à l'Italie, la Hongrie, c'est toujours les 2 pays maintenant qui viennent à l'esprit. Alors la Hongrie depuis longtemps, et puis l'Italie depuis l'an dernier. Alors on parle aussi de la Pologne. Alors la Pologne est ambiguë, parce que sur un tas de sujets, elle se positionne bien, mais ils ont vraiment un problème avec la Russie.
Et puis bon, il est clair et net que la CIA, on sait que la CIA a un parc de prisons secrètes en Pologne. Enfin, je veux dire, bon, la Pologne fondamentalement c'est quand même une grosse base de l'OTAN. Donc dans l'idéal, enfin voilà, il y a quelques pays comme ça sur lesquels on peut compter à plus ou moins, enfin parfois à moitié. Hein, mais après, bon, encore une fois, la question c'est être acteur, c'est comment renforcer les tendances. Bon, moi je connais le cas de la Pologne, par exemple, je sais que le gouvernement actuel, c'est-à-dire le parti, le PiS, qui est donc conservateur, nationaliste, mais très anti-russe et très pro-Bruxelles, hein, très euro-atlantiste, n'est pas à l'image de ses militants. Les nationalistes, par exemple, j'étais à la marche de l'indépendance le 11 novembre 2018, c'est-à-dire en fait c'était, alors bon, parce que la fête nationale en Pologne, ça tombe à un 11 novembre, bon, c'est un hasard du calendrier, et là en plus c'était le centenaire de la fondation de la République de Pologne, enfin de son indépendance. Donc, et en fait, les nationalistes polonais scandaient des slogans anti-OTAN, par exemple, ce qu'on n'entend plus du tout en France depuis je sais pas combien de temps, et puis et on brûlait des drapeaux de l'Union européenne. Bon, ça fait chaud au cœur. Enfin, je veux dire, voilà, et ça c'est vraiment le militant nationaliste de base. Hein. C'est-à-dire en fait, bon, le militant nationaliste de base en Pologne, c'est ce qu'on appellerait un skinhead ou un hooligan. Enfin, je veux dire, c'est un peu ça. Alors évidemment, ils sont pas tous comme ça, mais là en l'occurrence, c'était un peu ce que en Ukraine, en gros, enfin, ce que les Ukrainiens, enfin, ce qu'on appelle les néo-nazis ukrainiens, là, bon, en fait, l'équivalent en Pologne, au moins eux, ils sont pas bêtes. C'est-à-dire qu'ils ont compris que Bruxelles était leur ennemi. C'est pas le cas justement des Ukrainiens. Donc ça c'est pour la Pologne. Bon, l'Italie, alors c'est que du bonheur. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment enfin, un miracle, quoi. Enfin, non, mais j'essaye pas du tout de te flatter. Franchement, je dis ce que je pense. Hein. Mais je veux dire, pour l'instant, c'est un parcours sans faute ou presque. Hein. Au moins, on a pris un bon chemin. Oui, non, mais voilà. Il y a des obstacles, bien sûr. Voilà. Et puis donc bon, alors voilà, bon, la Russie, elle a ses propres problèmes, ses propres difficultés hein, économiques, etc. Mais bon, au niveau militaire et au niveau diplomatique, voilà, bon, la Russie fait vraiment presque un sans faute hein, également. En tout cas, bon, merci au Kremlin d'être venu en Syrie, hein, parce que bon, je pense que les Syriens et les Iraniens et le Hezbollah s'en seraient pas sortis tout seuls, hein, vu le niveau de déferlement, enfin le niveau de puissance hein, de tous les soutiens du terrorisme et du djihadisme dans ce pays. Donc, bref, bon, donc en fait, au niveau géopolitique, on peut se compter sur effectivement des puissances qui sont saines. Mais bon, voilà, je me dis, c'est peut-être l'Italie qui nous sauvera en faisant éclater l'Union européenne, hein, du moins l'euro. Hein, et puis bon, alors après, enfin, on peut parler du Brexit aussi. Alors c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est une bonne inspiration, mais en fait le Brexit, il faut vraiment comprendre. Ça, c'est Valérie Bugo qui a montré ça dans des publications. C'est que le Brexit, c'est certes souverainiste, mais c'est aussi mondialiste. Ça, faut comprendre la subtilité du mécanisme. C'est pas seulement une initiative de reconquête de la souveraineté nationale, ça s'inscrit aussi dans un projet mondialiste. Ce qui montre la complexité de la situation à notre époque. C'est-à-dire qu'un phénomène géopolitique peut être simultanément souverainiste et en quelque sorte mondialiste au sens anglo-américain. Il y a encore quelques questions, vous pouvez répondre rapidement si vous voulez. Pensez-vous que contrer l'ingénierie sociale comme vous le faites s'apparente à du hacking social? Oui. En fait, je pense que dans un premier temps, il faut déjà mettre en place une stratégie défensive,
Mais ensuite, on peut mettre en place une stratégie offensive de piratage. Dans un premier temps, il faut ne pas se faire pirater. Dans un deuxième temps, on peut passer à l'attaque et pirater. Donc il faut effectivement, je pense, tout le monde, tout individu doit devenir un expert en piratage cognitif. Donc de toute façon, bon, en réalité, la défense, enfin le moment défensif, bon, comment dire, toujours accompagné à un moment ou à un autre d'un mouvement offensif. Enfin, je veux dire, on n'est jamais uniquement en défense. C'est rare. Hein. Enfin, je veux dire que ce soit dans les sports, ou dans la guerre, bon, c'est rare que quelqu'un, enfin, qu'une entité, qu'un acteur gagne uniquement en défense. Je veux dire, bon, en gros, la Russie ou l'URSS se sont à peu près contentés de se défendre pendant très longtemps, mais enfin, ils gagnent pas. Enfin, je veux dire, ils gagnent. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, bon, quand l'URSS a envoyé des soldats en Afghanistan, c'était en fait en réponse aux soldats américains qui avaient été envoyés avant pour déstabiliser l'Afghanistan. Donc c'était défensif. Bon, mais donc l'URSS a perdu. Parce que l'URSS a finalement décidé de s'autodissoudre. Bon, là, sur un conflit local comme la Syrie, bon, la Russie est en train de gagner. Donc, mais là, en passant à l'offensive, justement. La Russie ne se contente pas d'être sur la défensive. Elle attaque, effectivement, en Syrie. Enfin, elle attaque, évidemment, à l'invitation du gouvernement légal. Une question qui concerne un sujet abordé par Paolo Cioni et Marco Della Luna. Que pensez-vous des micro-ondes pulsées et de leur éventuelle influence sur les populations? Je connais très mal le sujet, enfin je le connais comme ça en amateur en fait, hein, et là c'est vraiment Paolo... Enfin, quand on avait fait une conférence en 2014, on s'était réparti les tâches. Hein. Moi, je m'étais occupé de la psychologie, des questions plutôt de sémiotique, de sémantique. Hein, comment pirater un cerveau avec du langage, de l'image. Hein, donc du sémantique, quoi. Et Paolo s'était vraiment concentré sur, je sais pas, les armes à micro-ondes ou enfin tous les phénomènes là pour le coup purement physiques et chimiques ou biochimiques. Et bon, c'est vrai que là c'est un peu en dehors de mon domaine de compétences. Mais bon, il existe, hein, des armes. Enfin le complexe militaro-industriel a un département donc, de recherche et développement et qui travaille sur effectivement des armes électromagnétiques, des armes sonores, enfin des armes acoustiques, des armes de différentes sortes. Donc tout est possible. Mais en fait la question c'était plutôt sur j'ai l'impression que je me suis éloigné de la question là, parce que là je pars sur le domaine militaire qui est un peu plus mon domaine. Effectivement, parce qu'il parlait de micro-ondes pulsées et de leur éventuelle influence sur la population. Oui, ouais. Oui, alors là, il faudrait vraiment demander à un technicien, hein, à quelqu'un qui connaît le sujet des micro-ondes pulsées. Mais ça ne peut pas être sans effet. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il serait bon d'encadrer par la loi. Une question, comment va se finir toute cette histoire? Êtes-vous survivaliste? Ah oui, je suis survivaliste, oui. Alors, en fait, si le sommet du pouvoir occidental, hein, que l'on peut décrire comme européiste, atlantiste, sioniste, mondialiste, tout ce qu'on veut, s'il va jusqu'au bout de sa folie, c'est-à-dire s'il attaque la Russie, parce que c'est ça en fait, hein, l'enjeu géopolitique majeur, c'est ça, est-ce que l'OTAN va attaquer la Russie sur un front unifié, Pologne-Ukraine? En réalité, tout se ramène à ça. Bon, si l'OTAN fait ça,
effectivement, bon, il y a quand même un risque de destruction nucléaire de l'Europe, parce que ce sera un champ de bataille, et donc d'hiver nucléaire. Et donc là, les questions survivalistes classiques se posent. Maintenant, moi, je suis survivaliste au sens large du terme, c'est-à-dire que je suis déjà en mode survie. Depuis de nombreuses années. Les gilets jaunes sont des survivalistes aussi. C'est-à-dire en fait, on voudrait vivre, mais on n'y arrive plus. On est obligé de survivre. Je suis, oui, survivaliste, oui, à ce niveau-là, oui, au sens large du terme, quoi. Et en fait, alors, bon, c'est là où je me distingue peut-être des survivalistes anglo-américains, qui sont quand même très branchés sur les solutions individuelles. Moi, je pense que ce qui me préserve, enfin, ce qui me sauve, ce qui me protège, c'est le nombre, c'est la masse. C'est pour ça que je vais vers la solution des partis de masse, partis politiques. Rassemblement national, qui permet de créer en fait un effet de troupeau face aux prédateurs. Je veux dire, quand il y a 10 millions de bulletins dans les urnes pour Marine Le Pen, ça veut dire qu'il y a 10 millions de gens dans ce pays, une personne sur 6, puisqu'on est censé être 60 millions. Voilà, et quand je vois ce qui se passe en Italie ou dans d'autres pays, voilà, je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Même l'élection de Trump, enfin, qui est aussi un phénomène populiste. Après, la politique américaine a ses mystères. Je veux dire, on peut pas non plus donner un blanc-seing à Trump sur tous les domaines, mais son élection face à Hillary Clinton, qui était vraiment la représentante de l'oligarchie, c'est clairement un phénomène populiste qui fait du bien aussi. Donc en fait, on voit qu'on est très nombreux, qu'on est des millions, et donc c'est le seul moyen, moi c'est la seule chose qui me protège, face effectivement à la banque Rothschild et face à l'oligarchie. Moi j'ai un slogan, c'est quand on n'a pas les millions, il faut être des millions. C'est-à-dire que c'est le fait d'être des millions qui compense le manque d'argent. Parce que, en fait, si moi j'ai pas 10 millions d'euros sur mon compte en banque, mais que je contacte les 10 millions d'électeurs de Marine Le Pen et que je leur demande 1 euro, voilà, on a les 10 millions d'euros. Donc c'est ça qui nous protège. Donc il faut tout de suite d'emblée, pour s'organiser de manière survivaliste, il faut tout de suite viser les grands nombres. Franchement, moi je sais pas, ça fait 10 ans que je cogite là-dessus, enfin plus de 10 ans, 15 ans, quand Piero San Giorgio a publié Au retour aux sources, je discutais de tout ça aussi avec Michel Drac, voilà. J'étais insatisfait, moi, des solutions proposées par Piero ou par Michel, qui sont trop libérales à mon goût, mais ils n'ont pas les mêmes revenus que moi. Donc moi je suis obligé de faire pratiquement sans argent, quoi. Enfin, j'en ai un peu, quoi, mais je veux dire, on voit tout de suite les différences de capital personnel. C'est-à-dire, en fait, quand on a un capital personnel, je dirais correct, enfin de classe petite bourgeoise ou supérieure, relativement aisée, en fait on oublie, on surestime ses forces. C'est souvent le problème. En revanche, quand on est, je dirais, petite classe moyenne, ou voire issu du prolétariat, ou qu'on a été précaire, vraiment très précaire, quand je fréquentais l'extrême gauche pendant des dizaines d'années, quoi, et puis qu'on a failli se retrouver à la rue. Enfin, moi je suis allé alors c'était pas les restos du cœur, quoi, mais je suis allé à la banque alimentaire à une époque, j'allais les restaurants sociaux là, de la ville de Paris, où là c'est la cour des miracles, c'est les malades mentaux, c'est les clodos, semi-clodos, etc. Donc là on sait que on n'est rien individuellement face au pouvoir, et que le seul moyen c'est d'être nombreux. Parce qu'on le vit physiquement, quoi, dans sa chair. Donc oui, je suis survivaliste parce que je suis en mode survie depuis je sais pas combien d'années. Et je sais que je suis pas un prédateur, c'est-à-dire que j'ai pas le capital personnel.
hein, et je dois développer des logiques de zèbre face au lion, enfin, au prédateur. Donc les logiques de zèbre, c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais c'est de présenter un front, hein, face donc aux prédateurs qui, bon, eux ils sont 2 ou 3, mais nous il va falloir qu'on soit une centaine, parce que en fait lui, enfin le prédateur, certes il est équipé par la nature avec donc des crocs et des griffes, nous on n'a que des sabots, mais le prédateur sait pertinemment que si on est 100 à lui cogner la tête avec nos sabots, il meurt. Enfin, c'est pas lui qui gagne. Et justement, les herbivores, là, les zèbres, savent aussi que s'ils sont une centaine, hein, à cogner sur le prédateur avec leurs sabots, ils s'en sortiront aussi. Donc en fait, il faut faire avec nos faiblesses, avec nos forces, et savoir ne pas jamais surestimer ses forces. Voilà. Et donc, en tant que bon survivaliste, donc j'applique cette méthodologie, et donc j'en ai tiré la conclusion que moi, ce qui me sauvait, c'était la masse. C'était ça qui allait me permettre de survivre. D'où ce que la défense que je soutiens, enfin d'où les principes là, que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter à la moyenne. Parce que quand on est un herbivore et pas un prédateur, notre intérêt, c'est de structurer une moyenne. C'est pas d'être dans l'impact individuel. Parce qu'on n'a pas les moyens de l'impact individuel. Il va falloir forcément être dans un égrégore, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire une structure collective la plus large possible. D'où le fait de chercher la moyenne, justement, puisque les humains s'organisent avec du langage, donc il faut chercher un discours adapté à la moyenne. Et veiller, en fait, à ne pas... Enfin, c'est difficile parce que, j'allais dire, veiller à ne pas tomber dans l'avant-garde. Bon, en même temps, il en faut aussi un peu. Hein, évidemment, parmi les prédateurs, il y en a qui sont plus agressifs que d'autres. Bon, c'est très bien qu'ils fassent leur travail, hein, de passer à l'attaque, hein, mais l'herbivore ne peut pas se le permettre en moyenne. Hein, voilà. Donc, l'herbivore moyen ne peut pas se permettre d'attaquer tout seul le prédateur moyen. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'herbivore moyen ne peut se permettre d'attaquer le carnivore moyen, le prédateur moyen, qu'en étant beaucoup plus nombreux numériquement, individuellement. Ça, c'est en fait mon seul principe de stratégie survivaliste. C'est le nombre. Et l'organisation du nombre. Ce qui exige forcément, effectivement, de raboter un peu, hein, l'avant-garde. C'est-à-dire que il va falloir effectivement être moins exigeant que d'autres. Enfin, il faut être moins exigeant que l'avant-garde. Les herbivores ont une cohésion qui parfois manque aux êtres humains. Hein. Certes, oui, mais parce que en fait, nous, on s'organise avec le langage. Donc, c'est plus fragile. Enfin, c'est friable par rapport à la cohésion d'un troupeau de zèbres qui fonctionne de manière beaucoup plus instinctive, hein, impulsive, donc nous on est obligé de mentaliser un minimum. Donc merci à Lucien Cerise pour avoir participé à cette soirée et au public pour avoir assisté à cette émission, et à bientôt avec les émissions, les directs de l'Aréopage. Bonne soirée. Merci.